Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour ce live aujourd'hui qui va porter donc sur la rupture conventionnelle. J'ai vu que vous étiez, ma foi, assez nombreux à vous être inscrits. On est près d'une cinquantaine aujourd'hui en tout cas, vous êtes 10 présents au live. Alors, je vais vous laisser tranquillement le temps d'arriver. Bonjour Sandrine, je vois que tu nous regardes. Bonjour Sophie, bonjour Marie-Lola, bonjour Sabrina. Donc je vais vous laisser tranquillement le temps d'arriver, encore une fois, le temps que tous ceux qui souhaitaient assister en live à ce live, comme son nom l'indique, puissent nous rejoindre tranquillement. Comme je vous le disais, voilà, encore une fois, vous êtes assez nombreux, donc comme quoi c'est un sujet qui vous parle, en tout cas sur lequel vous vous posez manifestement des questions. Donc je vais tenter d'y répondre. En tout cas, j'espère que je répondrai à vos questions. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un live sur ce sujet? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y a beaucoup de monde du coup qui sont arrivés dernièrement sur ce groupe, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas moi je suis une ancienne responsable ressources humaines, donc c'est effectivement un sujet que je connais, que j'ai pratiqué dans les entreprises, donc je pense que pour le coup en tout cas ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette vision-là des choses, puisque je connais du coup la façon dont les entreprises peuvent aborder cette question de la rupture conventionnelle. Donc ça peut vous donner des pistes sur la façon de procéder. En revanche, je le précise tout de suite, je ne suis pas juriste de formation, je ne suis pas avocate non plus. Je suis une responsable, enfin en tout cas une ancienne responsable ressources humaines un peu particulière, au profil un peu particulier, puisque je suis psychologue du travail de formation et que voilà, j'ai évolué vers le métier de responsable ressources humaines après un passage en tant que consultante ressources humaines, ce qui veut dire qu'effectivement tout l'aspect droit social, ce sont des choses que j'ai apprises moi dans le cadre de formation continue lorsque j'étais salariée, ou que j'ai apprises ma foi sur le terrain, parce que c'est quand on est confronté aux choses qu'on apprend le mieux. Mais en tout cas, je ne me pose pas, en tout cas aujourd'hui, comme une spécialiste juridique de la question. Encore une fois, moi, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous aider à mieux comprendre comment ça se passe, les questions à vous poser, peut-être comment aborder ce sujet de la rupture conventionnelle avec votre employeur si toutefois vous êtes dans cette idée-là. Mais il peut bien évidemment, et chaque cas est différent, chaque situation est différente, chaque entreprise est différente, et donc si vous voulez vraiment quelque chose de plus travaillé juridiquement parlant, il convient de plutôt s'orienter vers un rendez-vous avec un avocat pour faire le point sur la situation, sur ce que vous avez dans votre besace pour éventuellement aborder ce sujet-là, et lui sera vraiment tout à fait qualifié pour pouvoir répondre à votre besoin et à votre demande. Donc il ne va sans dire que lors de ce live-là, je n'aborderai pas et je ne traiterai pas de cas particuliers. Je dis ça parce qu'il y a déjà des personnes qui m'ont écrite en me disant oui, je pense demander 3 mois, 2 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne réponds pas à ce genre de questions, en tout cas quand je ne connais ni le sujet ni le contexte, et encore moins dans un chat Facebook où je ne connaîtrai absolument pas votre contexte. Ça serait absolument pas sérieux de ma part de le faire comme ça. Donc voilà, encore une fois, on n'abordera pas de sujet particulier ou de cas particuliers parce que il faut être prudent tout simplement, et que encore une fois, chaque contexte peut être différent. Dites-moi, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, tout va bien, j'ai pas de problème de réseau aujourd'hui. Oula, je vois qu'il y a du monde déjà. Bon, a priori oui, personne n'est en train de dire que on ne m'entend pas et on ne me voit pas, donc tout a l'air de fonctionner. En tout cas, ça, c'était la première raison pour laquelle je souhaitais aborder ce thème-là aujourd'hui avec vous. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'en ce moment, comme je le communiquais hier, je suis en train d'enrichir les supports qui sont accessibles pour les clients que j'accompagne, notamment dans le cadre du forfait équilibre, qui vise à vous aider à vous poser les bonnes questions pour vous permettre de rebondir vers votre deuxième vie professionnelle. Et que dans ce cadre-là, effectivement, j'ai ajouté aujourd'hui
aujourd'hui tout un module sur la meilleure façon de quitter son employeur, dans lequel je détaille la rupture conventionnelle, le licenciement pour inaptitude, le licenciement pour faute, qui peut être aussi de temps en temps une voie pour sortir de son employeur, et la démission. J'aborde aussi toute une partie sur le recrutement, comment vous aider dans vos démarches de recrutement après un burn-out, puisque là aussi, encore en tant qu'ex-responsable ressources humaines, c'est un sujet que je connais bien. Comment préparer votre budget, puisque c'est souvent un frein pour travailler et réussir à rebondir sur sa deuxième vie professionnelle, comme je l'appelle. Donc voilà, tout ça sont des modules que je suis en train d'ajouter, que j'ai déjà ajouté. D'ailleurs, s'il y a des clients qui sont en train de regarder, c'est disponible aujourd'hui sur le portail Envolez-moi. Et donc, je voulais vous donner aussi un aperçu de ce qui peut, de ce que vous pourriez trouver dans le cadre de cet accompagnement. Et d'ailleurs, j'ajouterai sans doute cette vidéo au support qui seront disponibles à mes futurs clients. C'est la raison aussi pour laquelle je le laisse relativement peu de temps pour donner la primeur aux personnes qui sont accompagnées avec moi. Voilà pourquoi, en tout cas, j'ai décidé de vous parler de cette fameuse rupture conventionnelle. Et voilà, je suis ravie en tout cas que vous soyez tous avec moi aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est déjà d'aborder la question du quand on peut demander sa rupture conventionnelle. Quel est le bon moment finalement pour demander sa rupture conventionnelle? Parce que c'est un sujet finalement important, parce que j'estime, en tout cas pour ma part, qu'il ne faut pas le demander trop tôt. Les premiers jours à la suite de votre arrêt de travail, éventuellement, en tout cas moi je vais partir du principe que vous êtes, si vous êtes avec moi là à l'heure actuelle, c'est que sans doute vous êtes en arrêt de travail. Les premiers jours c'est beaucoup trop tôt parce que déjà sans doute vous n'avez pas les idées claires, vous êtes forcément sous le coup de l'émotion, vous êtes sous le coup de la fatigue aussi puisque vous êtes arrêté pour épuisement professionnel, donc c'est sans doute pas le meilleur moment pour prendre cette décision, parce que voilà, vous n'avez pas les idées claires, et ça peut être d'ailleurs un motif de refus de votre employeur, parce que on considère que pour faire une demande de rupture conventionnelle, eh bien il faut que vous ayez aussi toute votre tête et qu'on s'en soit éventuellement assuré avant. Donc si vous le faites que les premiers jours après un arrêt de travail, c'est pas forcément encore une fois l'idéal. Alors je peux comprendre que bien évidemment vous avez envie d'être libéré de votre employeur, que vous vous sentez du coup un peu enfermé, que sans doute le fait d'être en arrêt de travail aujourd'hui vous fait culpabiliser et que donc vous aimeriez mettre ça de côté et puis être tranquille, ne plus rien avoir à faire avec eux. Je peux tout à fait le comprendre, mais encore une fois, il y a un temps pour tout. Et dans un premier temps, lorsqu'on vient d'être arrêté pour burn-out, en tout cas syndrome anxio-dépressif, comme ils peuvent l'appeler sur les médecins, sur les arrêts de travail, eh bien, on a déjà besoin d'un temps pour se reposer, pour prendre un petit peu de recul sur ce qui vient de nous arriver, pour aussi prendre le temps de se poser les bonnes questions avant de prendre ce type de décision que peut-être vous pourriez regretter plus tard parce que vous l'auriez pris trop vite. Donc n'allez pas trop vite. Moi je dis souvent que le meilleur moment d'ailleurs, sans doute pour demander cette rupture conventionnelle, eh bien c'est d'attendre encore une fois de s'être suffisamment reposé, mais aussi de s'être fait accompagner et en tout cas d'avoir une idée claire sur ce que vous voulez faire après. Et c'est une fois que vous avez les idées claires sur ce que vous voulez faire après que vous allez faire cette demande de rupture conventionnelle. Parce que du coup, vous allez pouvoir être en état de rebondir tout de suite après votre libération, entre guillemets, tout de suite après la fin de votre rupture pour votre contrat de travail, ce qui va vous permettre d'utiliser tout de suite à bon escient, eh bien, éventuellement les mois de chômage qui sont les vôtres, plutôt que finalement demander une rupture conventionnelle assez rapidement, et puis finalement les premiers mois peut-être de chômage, vous allez les utiliser pour vous reposer, pour vous retaper, pour
pour vous occuper de vous et puis dans un deuxième temps peut-être commencer à vous poser des questions sur bon qu'est-ce que je fais maintenant. Ça c'est prendre le risque selon moi de devoir avoir besoin de beaucoup de temps déjà pour se reposer parce que un burn-out, en tout cas on n'a pas de burn-out pareil et la durée qu'il va vous falloir de convalescence entre guillemets elle est très variable d'une personne à une autre. Comme je dis souvent, elle dépend généralement à quel point vous êtes allé puiser dans votre jauge d'énergie et à quel point vous avez essayé de tenir longtemps dans une situation qui était pour vous difficile, soumise à du stress, etc. Donc plus on a attendu longtemps, plus il va nous falloir du temps pour se remettre. Plus on a réagi vite, plus finalement on va pouvoir remonter la pente rapidement. Mais donc voilà, au début, vous ne savez pas véritablement combien de temps vous allez avoir besoin pour vous remettre. Donc moi j'ai tendance à dire, en tout cas autant que ce soit possible pour vous, d'utiliser un temps d'arrêt de travail. Il est fait pour ça, pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions, pour y voir plus clair. Et quand vous y verrez plus clair, effectivement, faire votre demande de rupture conventionnelle à ce moment-là. Et du coup, ça vous met en possibilité, encore une fois, dès les premiers mois de chômage, de pouvoir véritablement utiliser ces mois pour rebondir en toute sécurité, puisque vous avez jusqu'à 2 ans là pour rebondir. Et normalement, dans les 2 ans, vous devriez réussir à trouver quelque chose pour pouvoir rebondir ailleurs. Mais c'est aussi se laisser le temps de se poser la question de est-ce que j'ai envie de continuer sur ce type de métier-là? Est-ce que j'ai juste envie de changer d'employeur? Ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose mais j'ai pas d'idée de quoi? Et auquel cas, faire des démarches pour vous faire accompagner dans ce sens-là. Donc, le meilleur moment pour faire sa demande de rupture conventionnelle, pour moi, c'est celui-ci. Donc, ne pas aller trop vite. Et je vous renvoie d'ailleurs à un article que j'ai écrit sur mon blog qui s'intitule d'ailleurs « Le meilleur moment pour construire son projet de reconversion » où j'évoque cette question-là. Donc, vous pouvez le retrouver sur le blog d'Envolez-moi pour aller approfondir un petit peu cette question du bon moment. Voilà. Donc je vois Quasi Marjo qui me dit tout à fait prendre son temps, c'est ce que j'ai réussi à comprendre même si j'ai dû reprendre. Oui. Alors voilà, on peut effectivement être amené à reprendre, mais en tout cas on a les idées claires et c'est important de prendre son temps. Alors, vous le savez, il existe en tout cas différentes possibilités de quitter son employeur. La rupture conventionnelle en est une. Il en existe d'autres que j'évoquais rapidement tout à l'heure, à savoir le licenciement pour inaptitude, le licenciement pour faute aussi qui peut être une voie, notamment si le seul problème de votre employeur n'est pas de se séparer de vous, mais surtout de vous payer l'indemnité de licenciement et qu'il ne le souhaite pas. Auquel cas, effectivement, le licenciement pour faute peut être une solution. Et la démission qui est aujourd'hui d'ailleurs qui devrait nous donner la possibilité de pouvoir bénéficier des ACDIC, mais sur ce sujet-là, il faut être vraiment très très précautionneux parce que c'est une nouvelle disposition et qui existe depuis 2019 et très franchement, faut se lever un peu de bonheur pour avoir la certitude que votre démission puisse être validée et vous permettre d'avoir les ACDIC derrière. Donc c'est vraiment pas la solution que je préconise. En tout cas, ça demande beaucoup de précautions à prendre avant tout ça. Donc je vais pas détailler toutes ces possibilités de rupture. Encore une fois, aujourd'hui, je vais principalement parler de la rupture conventionnelle. Alors, la rupture, pourquoi? Parce que déjà, la rupture conventionnelle, c'est sans aucun doute le moyen et le dispositif le plus simple et le plus facile à utiliser. Mais, vous le savez, malheureusement, il n'est pas toujours possible parce que l'employeur peut ne pas vouloir faire de rupture conventionnelle. Je vais y revenir juste après. Mais en tout cas, quand je dis c'est la plus rapide, c'est le dispositif le plus rapide et le plus simple parce que vous le savez sans doute, mais en tout cas, la rupture conventionnelle, elle permet d'une part de pouvoir bénéficier des indemnités de rupture de licenciement, donc d'avoir cette indemnité et aussi de pouvoir bénéficier des allocations chômage. Alors, pour pouvoir faire une demande de rupture conventionnelle, il faut bien évidemment être en CDI, ça ne marche pas si vous êtes en CDD ou en intérim, etc. Et c'est dorénavant donc ouvert aux personnes qui occupent un poste dans la fonction publique depuis le début d'année 2020.
mais c'est un sujet que je connais moins et sur lequel donc je ne vais pas m'attarder, mais en tout cas, vous pouvez retrouver tout un tas d'explications sur le site du service public.fr pour les personnes qui sont concernées spécifiquement par la rupture conventionnelle dans la fonction publique, parce qu'il y a des modalités qui sont un peu particulières à la fonction publique. Donc en tout cas, la rupture conventionnelle, c'est effectivement une forme de rupture amiable entre l'employeur et vous. Et donc ça signifie, comme son nom l'indique, que les deux parties doivent être d'accord sur le principe d'un départ. Et c'est bien souvent là qu'est le problème, parce que vous avez peut-être envie de quitter votre employeur, mais votre entreprise, selon sa situation, selon son contexte, selon sa politique, eh bien peut ne pas souhaiter de faire des ruptures conventionnelles. On peut trouver ça dégueulasse, injuste, pas normal, pas gentil, etc. Le fait est qu'une entreprise, elle n'a pas vocation, malheureusement, ou voilà, en tout cas c'est comme ça, à répondre aux souhaits du salarié. Elle ne réagit et elle ne réfléchit que par rapport à ce qui peut être bénéfique pour elle et si en tout cas elle peut y trouver un intérêt. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de juger, c'est comme ça, c'est la réalité et ça se passe comme ça. Moi par exemple, quand j'étais responsable RH, effectivement, on n'acceptait pas de rupture conventionnelle, en tout cas pour une certaine catégorie de salariés. Puisque moi je travaillais dans une usine, hein, en tout cas, voilà, on était en contexte de recrutement, donc on avait besoin de recruter pas mal de nouveaux salariés pour pouvoir produire les produits qu'on voulait vendre et que nos clients nous commandaient, et que donc dans cette philosophie-là, quand j'avais notamment des conducteurs de machines que j'en avais déjà 70 à recruter dans l'année et que j'avais une demande de rupture conventionnelle, eh bien, cette rupture conventionnelle, elle était systématiquement refusée parce que on avait besoin de salariés qui occupaient ce poste-là. Ça, c'est la première raison. Donc, par rapport au contexte, ça ne calait pas. Donc, on préférait avoir quelqu'un qui potentiellement n'était pas bien dans son job, mais on ne souhaitait pas l'aider à partir et encore moins avec une indemnité de licenciement. Et deuxièmement, quand on savait très bien que si on ouvrait la porte des ruptures conventionnelles, j'avais potentiellement une dizaine de demandes dès le lendemain, parce que plusieurs personnes avaient peut-être envie d'aller voir ailleurs ou de faire autre chose. Et donc, je ne pouvais pas accepter une rupture conventionnelle parce que c'était ouvrir beaucoup trop de possibilités et qui n'arrangeait pas l'entreprise. Et il ne faut pas oublier que l'entreprise, encore une fois, elle réfléchit uniquement par rapport à son besoin. Donc, encore une fois, on peut trouver ça pas bien, on peut le regretter. Pour autant, il faut que, en tout cas, je vous invite à vous poser la question, de vous demander, voilà, quelle est la politique de l'entreprise par rapport aux ruptures conventionnelles. Est-ce que, comme dans l'entreprise dans laquelle je pouvais être, vous êtes dans une problématique de recrutement sur un poste qui est particulièrement recherché et donc, manifestement, il y a de fortes chances pour que le départ de votre poste n'arrange pas l'entreprise. Est-ce qu'il y a déjà eu des ruptures conventionnelles dans votre entreprise? Ça peut être intéressant de le savoir. Et pour autant, même s'il y a des ruptures conventionnelles, il faut savoir que c'est pas pour autant qu'ils accepteront la vôtre. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment j'allais dire au bon vouloir de l'employeur, mais même si, encore une fois, il réfléchit par rapport à une situation donnée dans votre contexte et dans votre situation et par rapport à votre poste, mais c'est pas parce que une entreprise a accepté la rupture conventionnelle d'un salarié lambda qui va demain accepter la vôtre, parce que peut-être qu'encore une fois, votre situation n'est pas la même, le poste que vous occupez n'est pas le même, et donc du coup, il va se poser la question par rapport à votre propre situation. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Le fait d'accepter ou non une rupture conventionnelle, ça dépend, par exemple, de la relation que vous avez avec votre employeur. Est-ce que vous avez de bonnes relations ou est-ce que vous êtes plutôt dans une situation conflictuelle? Il n'y a pas de bonne ou de... Il ne vaut pas mieux avoir une bonne relation qu'une mauvaise, parce que une bonne relation peut permettre d'engager des discussions qui feront que la personne va vous écouter et que voilà, vont accepter la demande. Avoir une mauvaise relation, ça peut être aussi une bonne façon de l'entreprise de se dire on va le laisser partir parce qu'avec ce salarié-là,
ça se passe mal, et donc on a tout intérêt à casser la relation. Bon. Mais en tout cas, voilà, la relation que vous avez avec votre employeur, bien évidemment, elle a un rôle à jouer dans cette demande de rupture conventionnelle. Ça peut dépendre de sa politique, encore une fois, par rapport aux ruptures conventionnelles. Il y en a qui refusent absolument toutes les ruptures conventionnelles. Il y en a qui les acceptent toutes parce qu'elles sont plutôt dans une recherche justement de suppression de poste avant de faire éventuellement un plan social. Donc ça peut les intéresser. Ça peut, et ça dépend surtout de l'intérêt que l'entreprise elle peut trouver dans votre départ. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, on se posera un petit peu les questions, j'y reviendrai plus tard. Mais notamment, la facilité avec laquelle elle peut remplacer ou elle peut vous remplacer peut avoir un impact sur sa décision. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous avez un poste, alors unique, plus vous avez un poste d'expert, plus vous avez des compétences particulières qui sont pas forcément faciles à retrouver, et donc c'est pas forcément évident de vous remplacer. C'est pas évident. Votre absence fait que aujourd'hui l'entreprise elle est obligée de donner des petits bouts de votre poste à un tel, ou elle est obligée d'aller chercher un petit peu à l'extérieur, mais forcément ça la met dans une situation compliquée. Plus ça va être dans ce cas-là, plus éventuellement l'entreprise peut trouver un intérêt à vous laisser partir parce qu'elle aura les mains libres et elle aura plus de visibilité pour aller lancer un nouveau recrutement. Et c'est plus souvent facile de lancer un recrutement avec une recherche de CDI que si on cherche quelqu'un pour quelques mois ou qu'on n'a pas de visibilité justement sur la fin de l'arrêt ou la date éventuelle de votre retour. Donc plus on est sur un poste spécifique, plus on a de chances, je dirais, mais encore une fois, ça dépend du contexte de l'entreprise, de se voir accepter sa demande. Si en revanche, vous êtes sur un poste qui est occupé par beaucoup d'autres personnes, qui est facilement entre guillemets remplaçable en allant chercher de l'intérim ou en faisant appel à des CDD, eh bien, ça sera potentiellement plus difficile de trouver une réponse positive parce que l'entreprise elle n'a pas forcément intérêt à vous laisser partir et qu'elle peut vous remplacer assez facilement, assez simplement. Et puis je dirais, ça dépend aussi de sa bienveillance. Voilà, on sait tous, il y a des employeurs qui sont plus ou moins bienveillants, qui sont plus ou moins enclins à discuter avec vous. Donc voilà, tout ça peut avoir bien évidemment une incidence. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Je comprends, mais financièrement, un arrêt maladie peut mettre à genoux à l'inverse du chômage. Ouais, c'est vrai que l'arrêt maladie, selon le contexte là aussi de son entreprise, de son contrat de prévoyance, eh bien, on peut être plus ou moins bien loti en arrêt maladie. Pour certains, il y a le système de prévoyance qui va prendre le relais et on n'a quasiment pas d'impact sur le salaire. On a un salaire à peu près identique à celui qu'on a quand on travaille. Et puis pour d'autres, eh bien, on a des prévoyances qui sont beaucoup moins bien, et donc forcément, l'arrêt de travail peut être plus difficile financièrement. Ça, j'en suis tout à fait conscient. 37 mois que je suis en arrêt, je ne reprendrai pas dans cette société. Est-il mieux de choisir l'inaptitude ou la rupture conventionnelle? Alors, sur ce point, moi, je privilégie la rupture conventionnelle. D'une part parce qu'elle est plus facile, elle est plus simple, elle est plus rapide comme procédure. Elle est aussi souvent beaucoup plus facile à vivre psychologiquement, parce que le terme d'inaptitude, je le sais, a tendance à vous faire tiquer, même si, encore une fois, c'est une forme juridique, en fait, de séparation, donc il n'y a aucun impact sur vous derrière et sur vos possibilités de retrouver un emploi derrière. Donc quand la rupture conventionnelle n'est pas possible, alors je vous invite plutôt à vous orienter vers la deuxième solution qui est le licenciement par inaptitude, qui là se fait avec le médecin du travail puisque c'est lui seul qui peut vous orienter, en tout cas prendre cette décision. Mais je dirais que dans un premier temps, moi je vous conseillerais de privilégier la rupture conventionnelle. Et si votre employeur n'est pas d'accord et que vous avez, en tout cas, votre situation de santé fait que le médecin du travail peut tout à fait valider le licenciement pour inaptitude, de vous orienter vers cette solution si la première, à savoir la rupture conventionnelle, n'est pas possible.
La médecine du travail m'a dit qu'après 4 mois de démission, on peut demander le chômage, mais il faut tenir 4 mois. Oui, effectivement, on peut redemander à Pôle emploi de réétudier sa demande au bout de 4 mois. Mais effectivement, il faut tenir 4 mois du coup sans salaire. Et je ne sais pas si vous avez la certitude au bout des 4 mois d'avoir les acédiques. Ça, j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au début de mon arrêt, je voulais me précipiter à rechercher du travail pour quitter mon employeur, mais avec mon suivi psychologique, je me suis vite rendu compte que physiquement et psychologiquement, ça n'était pas possible. Et c'est vrai qu'au début de son arrêt, on culpabilise et on ne réalise pas ce qui nous est arrivé. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, Christelle. Donc, question, quels sont les avantages d'une rupture conventionnelle avant de devenir auto-entrepreneur ? Quels sont les avantages d'une rupture conventionnelle ? Alors, je ne sais pas si ta question, Sandrine, c'est est-ce que j'ai intérêt, avant de devenir auto-entrepreneur, de faire une rupture conventionnelle ? Auquel cas, c'est une bonne question. Moi, je pense que la rupture conventionnelle, en tout cas, c'est une forme de rupture de son contrat de travail. Donc, le fait d'être demandeur d'emploi va vous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'aides de Pôle emploi, hein, l'ACRE, l'AR, etc. L'ARS. Bon, il existe différentes choses dont je sais que tu es sur le sujet, Sandrine, donc tu dois avoir connaissance de toutes ces choses-là. Et encore une fois, eh bien, ça permet de cumuler les allocations de retour à l'emploi, donc l'ARE, avec potentiellement vos premiers chiffres d'affaires, vos premiers revenus en tant qu'entrepreneur. Donc, en ce sens-là, c'est intéressant d'avoir une sorte de sécurité pendant 2 ans des acédiques, sachant qu'à chaque fois que vous allez réussir à vous faire un petit peu de chiffre d'affaires avec votre entreprise, le chiffre d'affaires donc va vous permettre éventuellement de gagner un petit peu plus que les acédiques, que vos droits acédiques, et en plus de ça, vont vous reporter vos droits. Donc moi, par exemple, j'ai toujours des droits acédiques alors que ça fait bientôt 3 ans que je suis à Pôle emploi, parce que j'ai toujours réussi à me faire un certain chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires du coup fait que mes droits acédiques se reportent. Donc du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet une sécurité pendant le temps qu'il nous faut pour développer son activité. Donc du coup, voilà en quoi c'est intéressant. Et puis, ça permet d'avoir des aides à la création d'entreprises que vous n'avez pas si vous êtes salarié. Mais vous pouvez tout aussi bien commencer votre activité d'auto-entrepreneur en étant salarié. Là, on est plutôt sur des problématiques de temps disponibles pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Mais vous pouvez très bien commencer comme ça. Et puis, le jour où ça démarre un peu, demander une rupture conventionnelle et vraiment vous lancer véritablement dans votre nouvelle entreprise. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sandrine, mais voilà ce que je dirais sur ce sujet. Alors, attendez, je vais peut-être avancer un peu parce que je vois qu'il y a plein de questions. J'y reviendrai un petit peu après. Alors, attendez, je vois Hélène qui me dit « Je fais une demande de RC à mon employeur. Il y a 2 jours par email. Je n'ai pas reçu de réponse ni de réaction. Est-ce que je dois le contacter par téléphone ou attendre ?» Alors, c'est une bonne question parce que justement, je vais aborder ce point-là. Donc, on a vu quand faire la demande de rupture conventionnelle. Maintenant, comment faire la demande? Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas d'exigence de forme, c'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement une lettre écrite avec accusé de réception, etc. Vous pouvez tout aussi bien faire votre demande de rupture conventionnelle aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. En tout cas, la loi ne précise rien là-dessus, donc vous pouvez très bien aussi décider de prendre votre téléphone et d'en parler avec votre DRH ou avec votre manager. Ça peut tout aussi bien se faire de cette façon-là. Bien évidemment, la rupture conventionnelle, elle est normalement à l'initiative du salarié, donc l'employeur peut préférer que vous lui fassiez un écrit pour ne pas avoir de soucis et pas s'entendre dire ou se voir reprocher derrière que c'est lui qui me l'a proposé alors que c'était pas le cas. Donc très souvent, en tout cas moi c'était mon cas, en tout cas quand j'étais RH, quand le sujet était abordé, je demandais aux salariés de me faire un petit courrier. Là aussi, pas de précaution particulière à prendre sur la lettre de rupture conventionnelle. Vous trouverez d'ailleurs des exemples sur Internet, des modèles de lettres.
transmettre. Il n'y a pas d'exigence particulière sur le contenu à avoir. Vous pouvez tout simplement écrire que voilà, vous aimeriez quitter votre emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle et que vous sollicitez un entretien avec votre employeur pour pouvoir en discuter. Point barre, il n'y a pas de cas particulier à avoir là-dessus. Et encore une fois, vous trouverez des modèles de lettres sur Internet très, très facilement. Alors, moi, mon avis, mais encore une fois, c'est peut-être pas forcément généralement l'avis des avocats. Donc encore une fois, il faut voir aussi quelle est la relation avec votre employeur, si vous êtes plutôt et si vous pensez éventuellement les attaquer au prud'homme ou voilà. Mais si c'est pas le cas et que vous avez plutôt une bonne relation, moi dans certains cas, j'ai tendance à privilégier aussi une lettre un petit peu plus personnalisée. Ça peut être intéressant parce que le DRH en question, ça n'en reste pas moins un homme ou une femme qui peut avoir de la sensibilité et qui peut être touché par ce qui vous arrive. Et donc le fait de comprendre de par votre courrier que il n'a pas du tout, ou que l'entreprise n'a pas du tout intérêt à ce que il vous garde dans votre poste de travail parce que peut-être potentiellement vous allez être de nouveau arrêté parce que vous serez pas bien ou parce que du coup il a quelqu'un sous la main qui occupe déjà votre poste et que ça l'intéresserait de pouvoir le mettre à ce poste-là plutôt que de vous laisser revenir, de perdre la personne qui est peut-être déjà formée. Enfin, voilà. Donc tout ça fait que une lettre un petit peu plus personnalisée peut être de temps en temps intéressante. Donc voilà, vous pouvez vous contenter de la formule standard que vous trouverez sur Internet, mais aussi pourquoi pas de la personnaliser un petit peu plus de façon à expliquer un peu mieux quelle est votre situation et ce qui vous amène aujourd'hui à demander une rupture conventionnelle. Il y a une précaution à prendre dans cette lettre de demande de rupture conventionnelle, c'est qu'il faut que vous veilliez à ne pas attaquer votre employeur, en tout cas de ne pas le mettre en faute dans ce courrier, parce que l'employeur pourra estimer qu'accepter cette demande de rupture conventionnelle ne le mettra pas à l'abri d'un prud'homme, parce que une rupture conventionnelle, elle doit être saine, c'est-à-dire que si vous considérez qu'il y a des manquements de la part de votre employeur et que vous souhaitez l'attaquer, effectivement, le fait que vous l'écriviez dans votre lettre de demande de rupture conventionnelle pourra être un élément que vous pourriez utiliser dans un second temps en disant « Ok, j'ai demandé une rupture conventionnelle, mais en fait, il y avait des bonnes raisons de mon départ et donc j'attaque mon employeur. » Et si vous l'avez écrit et que l'employeur se base sur ce courrier dans lequel vous avez mis en évidence des fautes éventuelles de l'employeur, et bien ça peut lui porter préjudice. Donc du coup, il vaut mieux éviter de le faire parce que ça peut vous conduire à avoir une réponse négative. Donc même si vous, encore une fois, vous pouvez faire un courrier un petit peu plus personnalisé, veillez à ne pas l'attaquer, à ne pas le mettre en faute dans votre courrier parce que lui peut avoir peur que ça ne le protège pas pour la suite. Et encore une fois, un DRH cherchera toujours à privilégier et à protéger son entreprise. Il est payé pour ça. C'est son job. Lui, il est là pour éviter que l'entreprise soit embêtée peut-être demain avec un litige, avec un prud'homme. Donc, c'est son job et donc pour le coup, il peut éventuellement soit vous demander de revoir votre courrier et ça peut le déranger et le mettre en difficulté. Et pour le coup, vous mettre en difficulté et ne pas répondre à votre attente, à savoir quitter votre employeur que de procéder comme ça. Et encore une fois, si vous avez des éléments qui prouvent le manquement de votre employeur, que ce soit, je sais pas moi, par exemple sur des temps de repos qui n'ont pas été respectés, que ce soit sur des alertes que vous avez déjà fait par écrit à votre employeur, sur des conditions de travail qui n'étaient pas supportables, là je vous invite plutôt à aller voir un avocat pour que lui soit en mesure de vous dire voilà quelles sont vos chances de gagner éventuellement un procès demain et il saura vous conseiller au mieux sur une rupture conventionnelle si c'est le plus adapté ou pas par rapport à ça. Alors, est-ce que je peux faire une demande de rupture conventionnelle quand je suis en arrêt maladie? Ça, c'est une question que je vois aussi souvent passer. Alors, il faut que vous sachiez que oui, vous pouvez tout à fait le faire si vous êtes en arrêt de travail, à condition que votre arrêt de travail ne soit pas en lien avec une maladie professionnelle reconnue. Et vous savez que le burn-out n'est pas une maladie qui aujourd'hui est reconnue en tant que telle. Elle ne fait pas partie du tableau des maladies professionnelles. Donc, si
vous n'êtes pas concerné par une maladie professionnelle, ce qui normalement devrait être le cas, sauf si vous avez autre chose, hein, ou un accident de travail qui vous a amené à avoir cet arrêt de travail, même si c'est en lien avec un burn-out. Donc dans ces deux conditions-là, effectivement, la rupture conventionnelle n'est pas possible. Tout ça parce que potentiellement, vous pourriez être concerné demain par un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, comme on l'appelle, puisque c'est soit lié à un accident de travail, soit lié à une maladie professionnelle, auquel cas vous êtes licencié avec un doublement des indemnités. Et donc dans ce cadre-là, l'employeur n'a pas la possibilité d'accepter une rupture conventionnelle. Mais si vous êtes simplement en arrêt de travail pour burn-out, qu'encore une fois, ça n'est pas reconnu en maladie professionnelle, et que vous n'avez pas eu, en tout cas, votre départ en arrêt n'a pas été reconnu pour un accident de travail à la base, qui peut être le cas si par exemple vous êtes tombé dans les pommes, qu'ils ont appelé le SAMU, qu'ils ont appelé les pompiers et qu'ensuite vous avez été arrêté, hein, ça a pu être déclaré en accident de travail. Dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas la possibilité de faire une demande de rupture conventionnelle. En tout cas, ça ne sera pas accepté dans ce cadre-là. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, parce que je savais que j'allais y répondre, à savoir quel est le délai de réponse de votre employeur. Je ne sais plus qui là me disait tout à l'heure, j'ai écrit un mail à mon employeur, mais j'ai toujours pas de réponse. Donc, il faut savoir que l'employeur n'a aucune obligation de vous répondre. Hein. Comme il n'existe pas, encore une fois, d'obligation en termes de forme, hein, que ce soit écrit, oral, recommandé ou pas recommandé. Il n'existe pas non plus d'obligation pour l'employeur de vous répondre. Donc effectivement, votre demande de rupture conventionnelle peut tout à fait rester lettre morte et vous ne pouvez pas attaquer votre employeur dans ce sens-là, c'est tout à fait son droit. Donc bien évidemment, s'il ne vous répond pas, vous pouvez tout à fait le relancer par téléphone, je crois que c'est ce que vous demandiez tout à l'heure. Donc oui, n'hésitez pas à le relancer par téléphone pour savoir s'il en est, parce que peut-être que simplement il n'a pas pris le temps encore de vous répondre ou d'aborder le sujet ou la question avec le manager pour voir si oui ou non il serait prêt à envisager ça en ce qui vous concerne, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'obligation de vous répondre ni de délai dans lequel il est tenu de vous répondre. Donc ça, il faut le savoir. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas, encore une fois, à relancer si besoin. Et encore une fois, la demande, elle n'est absolument pas avec une garantie de succès. Hein. Votre employeur reste totalement libre d'accepter ou de refuser cette demande de rupture conventionnelle, même si, comme je le disais tout à l'heure, il l'a accepté pour quelqu'un d'autre qui avait peut-être le même poste que vous il y a quelques mois. C'est pas pour autant qu'il est tenu d'accepter la vôtre, parce que peut-être que la situation peut changer. Alors Sandrine qui me demande, est-ce qu'une rupture conventionnelle nous empêche d'engager une action prud'homale par la suite? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, vous pouvez très bien effectivement engager une action prud'homale par la suite. Donc voilà, après l'employeur prend ses précautions, il peut parfois vous proposer ce qu'on appelle une transaction pour s'il y a un début de litige ou qu'il sent que vous êtes sur un terrain un peu litigieux, voilà, faire une transaction qui fait que en fait vous vous engagez finalement derrière à ne pas l'attaquer, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. D'où encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure, d'éviter de l'attaquer parce que ça peut lui porter préjudice derrière. Bon, après, moi je dis souvent, alors c'est pas parce que je suis une ancienne RH et je suis pas forcément du côté des employeurs, enfin en tout cas après ce que j'ai vécu et ce que je fais aujourd'hui, c'est pas le cas. À vous de voir si vous voulez vous orienter vers une action en justice. Il faut simplement savoir que forcément c'est long. C'est très long, hein, ça peut être plus de 2 ans d'action, que forcément ça fait mal, que forcément ça vient remuer le couteau dans la plaie, que forcément vous allez avoir en face de vous un employeur qui va essayer de se défendre becs et ongles et qui va pour le coup aller chercher tous les arguments possibles et inimaginables pour prouver qu'il est dans son bon droit et que vous n'êtes pas dans le vôtre, et que donc il va être amené peut-être à dire des choses qui sont pas sympas sur vous, à remettre à l'ordre du jour des sujets que
que vous n'auriez pas forcément envie d'entendre. Donc, moi, c'est ma perception des choses. Hein. En tout cas, moi, je l'assume, mais je ne vous encourage pas à aller vers ce genre de choses, tout simplement parce que vous êtes aujourd'hui concerné par un burn-out, que donc vous avez une santé fragile, que votre seule priorité doit être uniquement de remonter en énergie, de retrouver de l'énergie, de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre avenir et sur ce qui est possible demain, plutôt que de retourner par la force des choses, par cette action de justice, constamment dans le passé, dans les problèmes, dans mon employeur est dégueulasse, et pourquoi il dit ça, et puis il a été demandé à machin. Voilà, tout ça va vous mettre forcément dans une énergie qui sera pas du tout positive, et c'est la raison pour laquelle, même si c'est tout à fait honorable et compréhensible de vouloir attaquer son employeur si en tout cas il le mérite. Il faut en tout cas être bien au clair sur l'investissement que ça va vous demander et forcément sur la douleur et la souffrance aussi que ça va vous causer, parce qu'encore une fois l'employeur il cherchera à se protéger et donc voilà, il faut être bien conscient de ça avant de s'engager dans ce genre de choses. Et eux ont le temps, eux ont les reins solides, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Voilà, c'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas moi c'est pas une voie vers laquelle j'encourage de mes clients en tout cas d'aller pour ces raisons-là. Alors, je vois que Marie-Lola me demande comment peut-on se faire accompagner. Je vais y venir. Vanina qui dit en gros, il faut leur expliquer que c'est à leur avantage. C'est difficile après un burn-out pro. Ouais, je sais, Vanina. Effectivement, je comprends tout à fait que ce soit compliqué. Pour autant, ce que j'essaye de vous faire comprendre, et je pense que c'est tout l'intérêt de ce live-là et de mon exposition de responsable RH, c'est de vous faire comprendre et voir de quelle façon votre employeur il va étudier la chose et de quelle façon il va lire la chose. Et votre objectif, vous, c'est de réussir à partir. Donc, si votre objectif à vous, c'est de réussir à partir, plus vous allez vous mettre à sa place, plus vous allez lui mâcher le travail, plus vous allez l'aider à trouver les arguments qui éventuellement vont aller dans son sens, plus vous avez de chances de trouver gain de cause. Il ne s'agit pas de l'attaquer, il ne s'agit pas de lui dire tout ce qu'il a mal fait. Encore une fois, même si ça vous fait du bien, c'est pas forcément ce qui va faire avancer la machine et c'est pas forcément ce qui va vous servir en fait. Donc il faut simplement être juste réaliste et de regarder les choses voilà, de façon réaliste pour se dire voilà, quelles sont les meilleures chances que j'ai pour que cette demande-là soit acceptée. Et effectivement, si vous avez des arguments à lui poser pour lui expliquer en quoi il a tout intérêt à vous laisser partir, eh bien, c'est plutôt cette voie-là qu'il faut prendre parce que c'est ce qui va, lui, de toute façon, chercher pour prendre sa décision. Encore une fois, il ne va pas simplement accepter une demande de rupture conventionnelle pour vous faire plaisir. Ça peut exister, il peut y en avoir, mais il faut quand même reconnaître que c'est relativement rare. Alors, peut-on se faire accompagner? Ok, ça, je vais y venir. Donc, comment ça se passe après au niveau de la rupture conventionnelle? Donc, la procédure, comme je le disais, elle est très simple. Il faut prévoir, enfin en tout cas la procédure prévoit au moins un entretien. Voilà, c'est tout. Et encore, dans le cadre de cet entretien, ça peut être l'entretien dans lequel vous allez signer la rupture conventionnelle. Donc ça peut être extrêmement rapide. Une seule rencontre peut suffire si en tout cas vous êtes d'accord sur les conditions de la rupture, à savoir si vous demandez ou pas plus que l'indemnité de licenciement, j'y reviendrai tout à l'heure, et si vous êtes d'accord sur la date de votre rupture du contrat de travail. Ça peut être très rapide, et moi j'ai déjà eu des salariés qui, au premier entretien, je vais y arriver, se voyaient déjà signer la rupture conventionnelle parce que tout était ok et on était d'accord des deux côtés et ça va très vite. Donc il y a au moins un entretien, il peut de temps en temps y en avoir plusieurs, c'est-à-dire généralement un premier entretien où on parle de pourquoi je veux partir et de l'entreprise de pourquoi je vous laisserai partir et quelles seraient vos conditions, et puis un deuxième entretien où cette fois-ci on est d'accord et où on va signer la rupture conventionnelle. Ce
Ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que potentiellement, parfois, il est difficile pour vous, et comme moi c'était mon cas quand j'étais concernée, de revenir sur les lieux de votre travail. Et donc, pour le coup, de faire l'entretien sur vos lieux de travail, c'est potentiellement très angoissant et très difficile à vivre pour vous. Et je vous invite en tout cas à ne pas hésiter à demander à ce que cet entretien, si vous sollicitez un entretien et que votre employeur est d'accord pour en parler avec vous, se fasse à l'extérieur de l'entreprise, en tout cas en terrain neutre. Ça peut être un café, ça peut être un restaurant, en tout cas un endroit qui ne vous force pas à revenir sur les lieux. Je trouve aussi que souvent ça peut être un argument qui montre à quel point revenir travailler pour vous n'est pas concevable. Et ça lui permet aussi à votre DRH éventuellement de comprendre à quel point imaginer un retour à votre lieu de travail peut être potentiellement très anxiogène pour vous. Donc à la limite, c'est un petit argument qui peut peser dans sa décision. Donc n'hésitez pas à lui demander à ce que cet entretien se fasse à l'extérieur. Bien évidemment, il n'a aucune obligation d'accepter que ça se fasse à l'extérieur, mais en tout cas, n'hésitez pas à le demander, ça peut valoir le coup de le demander. Alors sur la question de est-ce que je peux être assistée durant l'entretien? Donc oui, vous pouvez être assisté. Vous pouvez être assisté, en tout cas être accompagné d'un salarié de l'entreprise, qu'il soit d'ailleurs représentant du personnel ou non. Donc ça peut être un salarié de l'entreprise s'il l'accepte. Ou si votre entreprise n'a pas d'élu du personnel, n'a pas de délégué du personnel, n'a pas de comité d'entreprise ou de CSE, maintenant c'est comme ça qu'on appelle ça, eh bien vous pouvez demander un conseiller du salarié, auquel cas vous allez trouver, je vois plein de petits smileys là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je vous ai dit qui vous a convenu, un conseiller du salarié dont vous allez trouver la liste auprès de l'inspection du travail ou de la DIRECT, ça s'appelle comme ça, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. La DIRECT. Donc vous vous mettez sur la DIRECT de votre département et vous allez chercher la liste des conseillers du salarié pour pouvoir les contacter et éventuellement pouvoir être accompagné durant votre entretien. Maintenant, est-ce qu'il faut être accompagné ou pas? Je sais que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce que ça peut être un avantage ou pas? Alors, c'est difficile de répondre dans l'absolu à cette question, parce que là aussi, bien évidemment, tout dépend du contexte et de votre situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présence d'un tiers dans l'entretien, et encore plus si c'est un conseiller du salarié ou un élu du personnel, va obliger votre employeur, ou le DRH ou la DRH en l'occurrence, d'être assez vigilant à ce qu'il peut dire, à ce qu'il peut proposer. Il va forcément s'attacher à être dans les clous, à ce qu'on ne puisse rien lui reprocher. Et donc, dans un certain nombre de cas, encore une fois, là c'est à vous de juger et de sentir par rapport au contexte et à votre situation, ça peut nuire aux discussions. Parce que effectivement, il peut de temps en temps y avoir des petits arrangements entre amis qui arrangeront tout le monde, que ce soit l'entreprise ou vous qui cherchez à quitter l'employeur. Et s'il y a une tierce personne, et encore plus quelqu'un qui représente la loi, entre guillemets, que ce soit les élus du personnel ou un conseiller du salarié, eh bien, leur présence peut faire que il y a peut-être des solutions qu'il aurait pu vous évoquer comme ça en tête à tête sans que personne ne soit présent, qu'il ne pourra pas faire si eh bien, il y a ce type de personne à côté de vous. Donc, par exemple, moi je dis ça, mais dans le cas où, par exemple, votre entreprise ne serait pas contre l'idée d'une séparation, mais en revanche, pour une raison XY, situation financière ou je ne sais pas, elle n'est pas prête à vous verser d'indemnité de licenciement, elle peut potentiellement vous proposer un licenciement pour faute. Alors là aussi, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça n'a pas d'incidence pour vous. L'avantage pour vous, c'est que vous pouvez quitter votre employeur et derrière pouvoir bénéficier des ACDIC. Par exemple, typiquement, ce genre de choses, il ne pourra pas vous le proposer si vous êtes avec un élu du personnel ou avec un conseiller du salarié.
présent. Donc, à vous de juger, à vous de voir si c'est un avantage ou pas. Quand on est face à des employeurs que je qualifierais d'assez malsains, hein, ça peut être un atout de mettre dans la boucle effectivement un élu du personnel, parce que du coup, eux vont peut-être utiliser cette situation-là pour faire un peu pression sur l'employeur, pour que dans les réunions avec les élus du personnel, je sais pas moi, le sujet des risques psychosociaux soit mis sur la table, que ils vont en profiter pour mettre en avant un style de management qui est mauvais pour les salariés. Donc voilà, ils peuvent utiliser tout ça et ça peut un peu déranger l'employeur. Et donc comme ça le dérange, peut-être qu'il a tout intérêt à accepter cette rupture conventionnelle pour que le sujet soit clos et que ce soit pas un sujet qui soit utilisé ensuite pour être mis sur la place publique et qui le desservirait en termes de climat social ou de réputation ou autre. Donc dans ce cas-là, voilà, encore une fois, c'est difficile de répondre dans l'absolu, mais à vous un petit peu de sentir les choses. Et puis il faut pas aussi se leurrer dans le cas, en tout cas, où vous êtes face à des employeurs, pardon, qui soient plutôt malveillants. Le fait d'être accompagné va vous rassurer, va faire que vous allez vous sentir moins seul, que lui pourra peut-être vous aider à répondre à des attaques de votre employeur. Donc tout ça, c'est à prendre en considération aussi. À vous de juger si pour le coup, dans votre situation, ça vous paraît le plus approprié ou pas. Alors, c'est être face à mon manager qui m'angoisse. Il va falloir avoir une force incommensurable. Alors, le manager, il n'est pas forcément là, hein. D'ailleurs, vous pouvez très bien solliciter, en tout cas, je ne sais pas dans quelle entreprise, enfin, quelle est la structure de votre entreprise, mais vous pouvez demander à discuter avec le DRH et lui demander et lui dire que vous ne souhaitez pas que votre employeur soit présent. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation pour lui non plus d'être accompagné. Il peut le préférer être accompagné, mais c'est pas une obligation. Lui, il peut très bien faire le point dans un premier temps avec le manager pour savoir en gros ce qu'ils ont envie de dire et comment ils ont envie de répondre à votre question ou en tout cas à votre demande. Mais ensuite, l'entretien peut très bien se faire en face à face uniquement entre vous et le DRH sans être face à votre manager, hein. Il n'a pas nécessairement besoin d'être là. Et donc, Marie-Lola, n'hésitez pas à le dire, encore une fois, à dire les choses. Est-on obligé de se déplacer pour demander une rupture conventionnelle? Alors, le fait est que vous allez devoir signer à un moment donné la rupture conventionnelle. Maintenant, donc du coup, c'est quand même plus pratique parce qu'il y a une date, on dit, voilà, le 26 février, je signe la rupture conventionnelle et puis mon employeur aussi. Maintenant, c'est tout à fait possible de le faire en étant en bonne entente, en bonne intelligence. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas de retourner sur votre lieu de travail, que votre employeur n'est pas prêt à vous rencontrer dans un lieu neutre qui soit à l'extérieur de l'entreprise, eh bien à ce moment-là, il vous envoie le formulaire qui est à compléter, à signer, vous le renvoyez après, et puis une fois qu'il a tout signé, la suite de procédure, de la procédure peut prendre le relais. Donc c'est pas une obligation, généralement c'est plus simple effectivement, mais on doit pouvoir s'arranger si votre employeur est plutôt disposé à le faire pour ne pas nécessairement en tout cas se déplacer. Marie-Lola me dit, la DRH veut que je m'entretienne de nouveau avec lui. Ça, je sais pas trop quoi vous dire. Là, pour le coup, on rentre dans un cas particulier. Je sais pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, pour une demande de rupture conventionnelle, sachez que c'est pas obligatoire, hein, simplement. Alors, je continue pour vous dire comment ça se passe. Donc concrètement, encore une fois, la procédure elle est très simple. Il y a juste un formulaire à compléter que vous pouvez nous trouver d'ailleurs sur le site servicepublic.fr, dans lequel c'est 2 pages hein, généralement. Voilà, on reprécise qui vous êtes, votre nom, votre prénom, votre fonction, etc. Vos 12 derniers mois de rémunération, puisque c'est
ces dernières rémunérations-là que va être calculée l'indemnité de rupture, j'ai froid, le montant convenu de l'indemnité de rupture, j'en parlerai après, et la date convenue de rupture du contrat de travail. Et une fois que tout ça est indiqué, on signe, les deux parties signent et c'est fini. Vous avez donc un exemplaire, donc le formulaire est rempli en 3 exemplaires, un pour vous, un pour l'employeur, un qui sera à destination de l'inspection du travail, en tout cas la directe, et la procédure, en tout cas, elle est aussi simple que ça. Combien de temps ça dure, la procédure? Il faut prévoir environ 1 mois. C'est impossible de faire en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a des délais légaux qui viennent encadrer la procédure et qui sont totalement incompressibles, donc on peut pas faire plus court. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de délai de préavis. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous signez la rupture conventionnelle aujourd'hui, attendre ce fameux délai d'1 mois, je vais vous le détailler un petit peu après, et dès le lendemain de la validation par la directe de l'homologation de la rupture conventionnelle, eh bien, être en rupture de contrat de travail et c'est terminé. Il n'y a pas de préavis à prévoir dans le cadre de la procédure pour rupture conventionnelle. Alors, dans ce délai d'1 mois, comment ça se passe? En fait, il est coupé en 2 fois 15 jours, on va dire. Les premiers 15 jours suite à la signature de la rupture conventionnelle, c'est ce qu'on appelle le délai de rétractation. C'est-à-dire que pendant 15 jours calendaires, vous, comme l'employeur, pouvez revenir sur votre décision d'aller jusqu'au bout de la rupture conventionnelle. Bon, je vous rassure, généralement, l'employeur ne revient pas sur sa décision, bon, sauf situation exceptionnelle, mais en tout cas, voilà, la loi prévoit qu'il y ait ce fameux délai de rétractation. Et une fois ces fameux 15 jours de passé, eh bien, l'employeur va envoyer le formulaire de rupture conventionnelle à la directe qui, cette fois-ci, a de nouveau 15 jours, mais qui sont des jours ouvrables cette fois-ci, pour homologuer la rupture conventionnelle. Quand on dit homologuer la rupture conventionnelle, c'est-à-dire que l'inspection du travail, en tout cas la directe, je dis l'inspection du travail parce que c'est souvent un petit peu plus clair pour vous, elle se pose pas 36 000 questions, elle va juste valider la conformité de la procédure, à savoir est-ce que l'indemnité calculée, elle respecte bien le minimum de l'indemnité légale et est-ce que les délais justement qui sont prévus par la loi pour encadrer la rupture conventionnelle ont bien été tenus, à savoir les 15 jours de délai de rétractation, etc. Et les entretiens, ou en tout cas le fameux premier entretien qui est indispensable pour pouvoir signer la rupture conventionnelle. Donc c'est vraiment une vérification de conformité. Elle ne rentre strictement pas dans le pourquoi du comment, de pourquoi vous avez demandé une rupture conventionnelle, quel était le contexte à la base. C'est vraiment pas son propos. Il faut savoir, petit point de vigilance, que si vous êtes salarié protégé, ce qu'on appelle être salarié protégé, c'est pour les personnes qui sont élues du personnel ou qui se sont présentées à une élection présidentielle, j'allais dire n'importe quoi, une élection du personnel dans les 6 derniers mois, je crois que c'est les 6 derniers mois, je ne sais plus moi à force, mais il me semble que c'est les 6 derniers mois. Dans ce cas, vous êtes considéré comme salarié protégé et la procédure est spécifique et elle est aussi plus longue puisque elle va nécessiter notamment une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. Donc la procédure est un peu particulière dans ce cadre-là. En tout cas, une fois que la directe a passé ces 15 jours, il faut savoir que si elle ne vous répond pas, la rupture conventionnelle est dite acceptée. Donc même si vous n'avez pas de réponse, à partir du moment où vous avez bien compté les 15 jours calendaires, les 15 jours ouvrables, pardon, donc généralement on prend le samedi, eh bien la convention est dite homologuée et donc vous êtes libre ensuite. Ça peut arriver qu'elle refuse, mais généralement, si elle refuse, c'est qu'il y a eu un vice dans la procédure. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé en tant qu'RH. Je m'étais trompée, je ne sais plus si c'était dans l'indemnité ou dans les délais, et auquel cas, l'inspection du travail était revenue vers moi en me disant qu'il y avait telle erreur. Et ben donc, du coup, on a recommencé. Et donc, ça nous a repoussé d'1 mois, mais bon, on a recommencé. La deuxième fois, elle a été validée. Voilà, en tout cas, comment ça se passe au niveau de la procédure, c'est assez simple et c'est assez facile.
Durant la procédure, est-ce qu'on touche notre salaire ou on est acté le jour de la signature? Alors, durant la procédure, vous êtes soit encore en arrêt de travail, parce que vous êtes peut-être encore en arrêt de travail, soit si vous n'êtes pas en arrêt de travail, vous êtes peut-être en congé, vous pouvez avoir convenu avec votre employeur puisque vous avez convenu de ne pas revenir, mais que votre arrêt de travail prend fin, je sais pas moi, au milieu de la procédure, de poser des congés jusqu'à la date prévue de rupture du contrat de travail. Mais donc, pour le coup, vous êtes soit sous couvert de l'assurance maladie si vous êtes en arrêt de travail, soit payé comme si vous étiez salarié pendant la procédure. Ah, Martine Couteret qui me dit oui, c'est bien les 6 derniers mois. Oui, je sais que vous êtes RH, je crois. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à me corriger, encore une fois, si je fais des bêtises ou si je dis des bêtises, parce que je l'ai dit, je ne suis pas forcément une spécialiste sur le sujet. Anne qui me dit que c'est la médecine du travail qui va vous déclarer inapte. Oui, tout à fait. Il n'y a que le médecin du travail qui est apte à poser ce diagnostic d'inaptitude. Hein, ok. Donc, je vais continuer maintenant sur une question qui vous intéresse, je le sais bien, c'est comment calculer l'indemnité, en tout cas l'indemnité légale. Et puis après, on verra sur est-ce que je dois demander plus ou pas, et vous aider en tout cas à vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Donc, comment calculer le montant de l'indemnité légale de licenciement? Alors là, je vais vous dire qu'on va, en tout cas moi je vais vous donner les indications pour calculer une estimation. Ça ne sera pas à l'euro et au centime près, hein, parce que je prends pas, voilà, ce sera beaucoup plus simple pour vous de compter en années, de pas forcément prendre en compte le nombre de mois, le nombre de jours, etc. pour calculer vraiment précisément les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que on prend comme base, en tout cas, les 12 derniers mois de vos salaires bruts perçus. Donc, vous pouvez déjà lister les 12 salaires bruts, et je dis bien bruts, et pas nets, que vous avez perçus au cours des 12 derniers mois. Vous calculez la moyenne de ce que vous donnent ces 12 derniers mois. Vous allez aussi regarder si dans le cadre des 3 derniers mois, parmi ces 12 derniers mois, vous prenez les 3 derniers, s'ils ont été plus élevés que les autres, dans ce cas-là, vous allez calculer la moyenne des 3 derniers mois. Et si cette moyenne-là est plus intéressante, vous allez prendre en tout cas la moyenne la plus favorable des deux. Donc, soit c'est les 12 derniers mois, soit c'est les 3 derniers mois, la moyenne des 3 derniers mois. En tout cas, c'est ce qui va vous donner un salaire de référence pour calculer votre indemnité légale de licenciement. Alors, on parle effectivement d'indemnité légale de licenciement. Donc, il y a une formule légale que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement. Je vous la redonne ici. C'est 1/4 de mois de salaire brut par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans. Donc, si vous avez 10 ans d'ancienneté, vous avez calculé votre salaire moyen. Vous le divisez par 4, ça vous donne 1/4. Et 1/4 multiplié par votre nombre d'années d'ancienneté. Et ça vous donne l'indemnité légale. Si vous avez plus de 10 ans d'ancienneté, vous allez ajouter 1/3 de mois de salaire brut par année d'ancienneté qui vont au-delà des 10 ans. Donc, auquel cas, le chiffre que vous avez obtenu tout à l'heure, vous prenez le même salaire de référence, vous le divisez cette fois-ci par 3 et le chiffre auquel vous aboutissez, vous le multipliez par le nombre d'années qui est au-delà de 10. Et donc, vous faites la somme des deux et ça vous donne votre indemnité légale de licenciement, grosso modo. Hein, voilà, grosse maille, encore une fois, c'est pas dans le détail. Donc, en tout cas, ça, c'est le minimum légal auquel vous pouvez prétendre. Maintenant, il faut savoir que quand on parle d'indemnité légale de licenciement, ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous êtes concerné par une convention collective qui précise dans son texte qu'il est prévu une indemnité de licenciement qui est plus favorable que la formule légale. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est qu'il va falloir vérifier sur votre convention collective s'il existe une formule spécifique et donc plus avantageuse pour vous que la formule légale pour calculer votre estimation d'indemnité de licenciement. Alors pour ça, de temps en temps, je sais bien qu'on ne sait pas forcément à quelle convention collective on est rattaché. Vous allez simplement prendre votre fiche de paye, votre dernière fiche de paye, en tout cas une fiche de paye, peu importe. Normalement, la convention collective est inscrite dessus, où vous avez un code, un numéro qu'on appelle IDCC, un code d'identification de la convention collective, qui va vous permettre ensuite d'aller chercher sur Internet. Alors, vous allez trouver un site, je crois que je me le suis mis.
C'est un site, sur le site du servicepublic.fr. Enfin, vous tapez dans Google comment trouver ma convention collective et vous mettez soit le numéro, soit le titre de la convention collective. Et une fois que vous l'avez téléchargé, que vous l'avez en votre possession, donc sur Internet très facilement, vous vous rendez à la rubrique ou au chapitre indemnité de licenciement et là, vous allez vérifier. S'il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est l'indemnité légale avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure qui s'applique. Si en revanche, il y a une formule qui est précisée et qui est différente de la formule légale que je vous ai donnée tout à l'heure, auquel cas il faut calculer les deux et l'employeur est tenu de vous verser l'indemnité qui est la plus favorable des deux. Donc ça peut valoir le coup de regarder ce point-là, puisque quand on parle d'indemnité légale, si dans votre convention collective c'est plus intéressant, eh bien c'est celle-ci dont vous pourrez bénéficier. Donc, pensez à regarder sur votre fiche de paye, à regarder votre convention collective et voir s'il existe quelque chose de particulier sur le calcul de l'indemnité de licenciement. Sarah qui me dit salarié protégé même si nous n'avons pas été élus. Oui, tout à fait. Le fait d'être simplement candidat aux élections fait de vous que vous êtes un salarié protégé et donc voilà, c'est une façon de protéger les personnes qui éventuellement veulent s'orienter vers vers des actions de défense des salariés et pour que les employeurs ne puissent pas vous virer facilement parce que simplement ils vous en veulent d'avoir fait ça, bien la loi prévoit effectivement que vous soyez protégé. Anusquin, si on est à 0, car je suis en arrêt depuis plus d'1 an. Là, je ne sais pas quoi vous dire, Anne, je ne sais pas quelle est la question. Il faut prendre le salaire brut avant l'arrêt de travail. Oui, tout à fait, vous prenez vos 12 derniers mois avant l'arrêt de travail. C'est une bonne question. Alors si Martine peut nous aider là-dessus, parce qu'elle est peut-être plus... moi je suis pas dans la paye, je ne sais plus. En tout cas, vous pouvez trouver sur le site, encore une fois, c'est travail.gouv.fr. Il y a un petit simulateur qui est fait pour calculer votre indemnité légale de licenciement. Donc c'est la légale, c'est pas la conventionnelle. Et donc ça peut être intéressant. Et donc du coup vous allez pouvoir trouver tous les éléments là-dessus pour pouvoir voir effectivement ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire calculer cette estimation. Vanina, malgré votre convention collective, vous n'êtes pas en incapacité temporaire. Je n'y connais pas trop, mais je m'y penche. Pas compris. Malgré votre convention collective, vous n'êtes pas en incapacité temporaire. Je sais pas si... Ah, vous répondez à quelqu'un. Ok, bon. Alors, donc, j'en viens à la question de maintenant, est-ce que je peux négocier plus que l'indemnité légale? Alors, il est parfois effectivement possible de négocier plus. Mais c'est pas toujours, ça marche pas toujours. Il y a des gens pour qui très souvent on me dit bah oui mais bon pourquoi je demanderais plus, en tout cas qui se sentent pas forcément très à l'aise avec la chose. Ça dépend de chaque personne. Mais je vous invite à vous poser la question en tout cas en quoi est-ce que ce serait légitime que vous puissiez demander effectivement une indemnité comme on dit supralégale, c'est-à-dire qui va au-delà de ce que l'employeur de toute façon est tenu de vous donner. Dans le cas d'une rupture conventionnelle, il peut pas faire moins. Est-ce que il est encore une fois difficile de répondre dans l'absolu sur oui ou non, est-ce qu'il faut demander plus? Ça va dépendre vraiment encore une fois de votre situation, de votre contexte et de l'entreprise. Mais une chose est sûre, c'est qui ne demande rien n'a rien. Et je peux vous dire que là, pour le coup, mon expérience de responsable RH m'a souvent servi de leçon en la matière. C'est-à-dire que si vous ne demandez rien, il y a peu de chances, et je dirais même qu'il y a de très fortes probabilités pour qu'on ne vous propose pas une petite enveloppe supplémentaire parce qu'ils n'ont pas été gentils avec vous. N'y croyez pas, et je suis sûre que voilà, vous êtes bien conscient du fait que ça n'arrivera pas. Donc, mieux vaut demander,
vous ne risquez rien à demander. Au pire, vous pouvez éventuellement arriver à la situation que vous n'aurez que l'indemnité légale et puis c'est tout, ou qu'ils refuseront de vous donner quelque chose en plus. Mais encore une fois, si vous ne demandez pas, de toute façon, vous avez toutes les chances que ça ne se fasse pas. Donc, qui ne demande rien n'a rien, donc osez demander. Encore une fois, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors pourquoi est-ce que ça peut être légitime de demander plus? Eh bien, si vous estimez que votre employeur a sa part de responsabilité, et bien souvent elle l'a, on est d'accord. Si vous êtes aujourd'hui en arrêt de travail pour burn-out ou pour épuisement professionnel, c'est que l'entreprise a aussi sa part de responsabilité. Mais vous le savez comme moi, c'est que, des fois, elle ne veut pas toujours l'entendre et elle n'est pas toujours prête à l'entendre et à le reconnaître. Donc, maintenant, c'est intéressant peut-être de vous demander, est-ce que vous avez déjà évoqué les difficultés qui étaient les vôtres auparavant avec votre manager? Est-ce que vous avez des mails qui prouvent qu'effectivement ce sujet, je sais pas, par exemple de la charge de travail a déjà été évoqué? Est-ce que vous avez déjà précisé dans vos entretiens annuels, par exemple, si vous avez des entretiens annuels qui sont des documents officiels, précisé que vous étiez un petit peu sous l'eau, que vous n'arriviez pas à vous en sortir, que vous demandiez des aides pour avoir des ressources supplémentaires, pour avoir, je sais pas moi, qu'il y ait des recrutements. Est-ce que vous avez déjà précisé que vos objectifs étaient trop ambitieux? Enfin, voilà. Ou demander à pouvoir trouver un meilleur équilibre de vie parce que vous étiez conscient que vous étiez trop au travail et des amplitudes de travail trop importantes. C'est vraiment ce genre de choses qu'il va falloir se poser comme question, à savoir est-ce que vous avez des éléments, est-ce que vous avez des billes en fait pour venir lui dire écoutez, moi je vous ai dit que les choses n'allaient pas. Je vous avais déjà prévenu, on a eu un entretien ensemble, on en a parlé ensemble, vous n'avez pas voulu m'écouter et donc voilà, aujourd'hui on en est dans cette situation-là, mais vous avez aussi votre part. Et tout ça ne se dira encore une fois qu'en entretien et pas forcément dans la lettre de demande de rupture conventionnelle. Mais en gros, la question à se poser, c'est est-ce que vous avez des billes? Est-ce que vous avez déjà alerté votre DRH? Est-ce que vous en avez déjà parlé à votre médecin du travail? Est-ce qu'éventuellement il peut vous aider? Est-ce qu'il peut être un appui pour vous, pour venir parler avec le DRH du fait que bon, ça semble difficile que vous reveniez à votre poste de travail et que ce serait peut-être plus judicieux de vous séparer. Donc voilà. Posez-vous la question de savoir est-ce que vous avez des billes. Bien évidemment, si vous êtes là aujourd'hui en arrêt de travail, c'est qu'il y a encore une fois des raisons qui sont liées à votre contexte professionnel. Maintenant, la question est de se dire, voilà, en gros, quels sont les éléments factuels que j'ai pour pouvoir dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas tout à fait claires. Donc, plus vous avez de billes, plus forcément, vous allez être en position de force pour négocier. Donc les questions qui sont à se poser pour préparer votre négociation, je l'ai déjà un peu dit, mais je les répète, quelles sont la nature de vos relations avec votre employeur? Est-ce que l'entreprise peut trouver un intérêt de accepter cette rupture conventionnelle? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si vous êtes par exemple sur un poste, encore une fois, spécifique, qui nécessite une expertise, qui n'est pas facilement remplaçable, elle peut trouver un intérêt à avoir les mains libres pour pouvoir recruter en CDI parce que ce sera plus facile de trouver quelqu'un de qualifié, d'expérimenté pour un CDI que pour un CDD ou pour de l'intérim. Donc, ça peut être intéressant pour lui. Donc, c'est vrai que là aussi, on peut trouver ça dégueulasse, mais le fait est que c'est comme ça. On a plus de chances de voir accepter une rupture conventionnelle si on est sur un poste unique, un poste un peu d'expert, de responsable, par exemple, parce que généralement, il n'y a qu'un responsable, que sur un poste où vous faites partie d'une équipe, je sais pas moi, vous êtes comptable et il y a 30 comptables dans votre entreprise. C'est assez facile de trouver des comptables sur le marché du travail. Peut-être qu'effectivement, pour lui, ça présentera moins d'intérêt. En revanche, vous êtes responsable de production, c'est vous qui gérez l'usine, et le fait que vous soyez pas là les met quand même en situation difficile. Ils peuvent avoir un intérêt à accepter votre rupture conventionnelle parce que au moins ils auront les mains libres, ils y verront clair et ils peuvent lancer le recrutement avec beaucoup de visibilité et du coup corriger le problème pour eux ou les difficultés
difficulté pour eux. Donc voilà, encore une fois, mettez-vous dans la tête de votre employeur quel peut être l'intérêt qu'il a à accepter votre rupture conventionnelle. Autre question à vous poser, est-ce que vous avez des éléments factuels et objectifs en votre possession pour venir lui dire qu'il n'est pas tout à fait clair dans l'histoire et qu'il n'a pas su vous aider au moment venu et que maintenant il est trop tard et que c'est à lui de vous aider? Posez-vous la question du climat social aujourd'hui dans votre entreprise. Est-ce que le sujet des risques psychosociaux est un sujet d'actualité? Est-ce qu'il y a déjà pas mal de remous autour de ça? Tout ça peut être des éléments qui peuvent vous aider à mettre un petit peu de pression et peuvent en tout cas orienter la décision de votre employeur d'une manière ou d'une autre. Alors, en revanche, sur la question de combien il faut demander, ça je suis incapable de vous répondre. Est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois? Une chose est sûre, c'est que si vous comptez avoir 6 mois, demandez plus que 6 mois, puisque bien évidemment, la somme que vous allez demander sera forcément soumise à négociation. Hein, c'est comme dans toute négociation, si vous voulez avoir au moins 4 mois, et bien demandez 6 mois. Il faut toujours demander un petit peu plus, et après, voilà, à vous de voir jusqu'où vous êtes capable de prêt à baisser. Et là aussi, je vous invite à faire justement vos simulations parce que dans le cadre des simulations, il ne faut pas oublier le délai de carence des assédiques. Et donc, dans le cas où vous allez avoir une indemnité supralégale, vous allez potentiellement avoir un délai de carence, c'est-à-dire un délai pendant lequel Pôle emploi ne va rien vous verser, qui sera plus long. Potentiellement, il peut aller jusqu'à 6 mois de délai de carence, c'est-à-dire pendant 6 mois, vous pouvez ne pas être indemnisé par Pôle emploi. Donc tout ça, il faut l'avoir anticipé et de temps en temps, le fait de jouer sur un nombre de mois peut faire que ce soit plus avantageux pour vous de peut-être demander moins, mais du coup avoir un délai de carence qui soit plus court et vous permettre de pouvoir bénéficier, de profiter entre guillemets de l'indemnité de rupture. Donc c'est vraiment un calcul à faire. Je vous invite à vous faire des simulations sur le site de Pôle emploi. Vous tapez dans Google simulation allocation retour à l'emploi, vous allez tomber sur un simulateur et donc là vous pouvez avec les chiffres que vous allez rentrer, donc de rémunération annuelle, d'ancienneté, d'âge, etc. Et bien pouvoir obtenir un montant de vos allocations Pôle emploi et aussi une estimation du délai de carence. Donc c'est très intéressant du coup d'être bien au clair là-dessus, d'avoir bien préparé les choses pour savoir ce qui est le plus avantageux pour vous. Voilà. Je regarde si j'ai des questions. Comment peut-on faire céder son employeur? On ne peut pas faire céder son employeur, Anne. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une rupture amiable. Donc s'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Vous n'avez pas la main là-dessus et dans le cas où il n'est pas d'accord, orientez-vous ensuite vers l'inaptitude auprès du médecin du travail pour pouvoir réussir à avoir une rupture du contrat de travail si tant est que le médecin du travail soit d'accord, puisqu'encore une fois, après, c'est pas vous qui décidez, c'est le médecin du travail, mais vous ne pouvez pas faire pression sur votre employeur, il est tout à fait en droit de le refuser. Alors, je ne réponds pas sur la question des salaires. Éventuellement, je vous répondrai par écrit après. Je vais aller vérifier sur les 12 derniers mois parce que je ne saurais pas vous dire, j'aurais peur de vous dire une bêtise. Quelle différence entre rupture conventionnelle et licenciement? Alors, la rupture conventionnelle, c'est une rupture amiable, donc vous êtes tous les deux d'accord. Un licenciement, ça sous-entend que vous n'êtes pas tous les deux d'accord. Et donc, normalement, c'est le salarié qui n'est pas d'accord. Sauf que, dans un certain nombre de cas, on peut faire des licenciements, entre guillemets, un peu arrangés. Moi, je l'ai déjà fait. Des licenciements pour faute. Donc, on va prendre une faute fictive, qui n'existe pas, mais on est d'accord avec le salarié pour dire, OK, voilà quel est le motif que l'on va prendre comme faute, qui nous conduit à faire la procédure en bonne et due forme de licenciement. Ça vous permet d'avoir les assédiques derrière. En revanche, pour un licenciement, alors après tout dépend du type de licenciement, mais généralement on s'oriente vers une faute grave, en tout cas telle qu'elle est intitulée juridiquement parlant. C'est encore une fois, il faut prendre les mots au second degré, et ce qui permet à l'employeur de ne pas vous verser d'indemnité de licenciement.
Donc si c'est uniquement ça le problème, mais si il est d'accord pour vous se séparer de vous, mais qu'il n'est pas d'accord pour vous payer l'indemnité, le licenciement peut être une solution. La grosse différence pour vous, c'est que vous n'avez pas l'indemnité de licenciement. En revanche, votre contrat est rompu et vous avez droit derrière aux ACDX pour vous laisser le temps nécessaire de rebondir si c'est votre souhait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, autre petite question que vous pouvez vous poser aussi. Est-ce que ces indemnités de licenciement sont imposables? Donc la réponse est non. Elles ne sont pas imposables, en tout cas jusqu'à un certain seuil. Et pour faire court et simple, si vous touchez moins de 2 ans de salaire brut d'indemnité, bon, ce qui est quand même, voilà, hein, tout le monde n'a pas la chance de partir avec 2 ans d'indemnité, le montant de cette indemnité n'est pas imposable. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Par contre, sachez que vous allez discuter d'un montant brut avec votre employeur, mais que se déduit la CSG RDS. Donc, alors à l'époque, moi, c'était 8% à peu près. Je ne sais pas si c'est encore à peu près ça, mais donc il faut que vous sachiez que le salaire, enfin l'indemnité brute qui sera inscrite sur votre formulaire de rupture conventionnelle ne sera pas le net que vous allez toucher, puisqu'il faut donc grosso modo enlever 8% pour que vous sachiez véritablement ce dont vous allez bénéficier en net dans votre poche. Voilà. Quoi d'autre? Faut-il se faire accompagner par un avocat? Avantage, inconvénient si la réponse n'est pas directe. Je pense que, en tout cas, c'est intéressant si vous avez des billes, en tout cas, hein, quand je parle de billes, si vous avez des preuves de manquement de votre employeur, de non-soutien dans la préservation de votre santé mentale et physique. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se rapprocher d'un avocat, tout du moins en amont, pour que lui vous dise si oui ou non votre dossier tient la route et si vous avez des arguments valables pour commencer à négocier, voire éventuellement envisager avec lui d'attaquer votre employeur ou pas. Donc dans ce cas-là, oui, voilà, pour avoir, je dirais, une notion un petit peu plus précise et un peu moins pifométrique de l'indemnité supralégale que vous pouvez potentiellement demander. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Après, se faire vraiment accompagner par un avocat du début à la fin, que ce soit lui qui envoie les courriers, etc., il faut simplement avoir conscience que si vous rentrez là-dedans, votre employeur va en faire tout autant. Hein. Donc du coup, ça va être des discussions entre avocats et donc vous perdez complètement la main là-dessus et donc fini les petits arrangements entre amis, etc., puisque ça va devenir vraiment quelque chose de vrai juridique, hein, et vous ne maîtrisez plus grand-chose. Donc je dirais que ça peut de temps en temps rallonger les délais, des fois compliquer un peu les choses, donc c'est à peser effectivement le pour et le contre. Si vous n'êtes pas engagé dans une voie de litige ou d'attaque de votre employeur, moi je vous invite pas forcément à le faire. Vous pouvez encore une fois au moins faire un entretien avec lui en amont pour savoir où vous allez, et puis après y aller plutôt seul, puis éventuellement si les choses se gâtent, revenir vers lui après, mais voilà, moi je suis pas forcément pour vraiment encadrer très juridiquement, parce que des fois ça vient alourdir un peu les choses et complexifier un peu les choses. Alors, comment faire lorsque les preuves sont orales? Ça veut dire que vous n'avez pas de preuves. Alors éventuellement, vous pouvez avoir des témoins, mais ça va être très difficile de demander à des collègues de témoigner contre leur employeur parce qu'ils vont avoir peur. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, vous n'avez pas de preuves, tout simplement. Donc après, tout va dépendre de est-ce que l'employeur a un intérêt ou pas à se séparer de vous et comment il va analyser la situation. Mais si vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de preuves. Voilà, en tout cas, le sujet est dense, le sujet est lourd. Je vois que j'ai perdu un petit peu de monde en route. J'espère que j'ai été à peu près claire et que ça vous aura aidé, en tout cas, à y voir plus clair et sur la bonne façon peut-être de procéder pour cette demande de rupture conventionnelle. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. Alors, c'est pas toujours évident dans le chat de répondre. Je vais reprendre le temps de lire tout ce que vous m'avez écrit s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu. Bien évidemment, je vous invite, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur mes accompagnements dans
lequel notamment on va retrouver la rupture conventionnelle, mais dans lequel aussi, bien évidemment, avec mes clients, je vais beaucoup plus aller dans le détail de leur situation personnelle pour les accompagner au mieux, et bien de pas hésiter à aller consulter le site envolemoi.com pour regarder les accompagnements que je peux vous proposer, notamment le forfait équilibre que je vous ai remis d'ailleurs dans la description au-dessus. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander un entretien découverte pour que déjà on fasse connaissance et qu'on voit si oui ou non on peut faire un petit bout de chemin ensemble pour vous accompagner vers votre deuxième vie professionnelle. Et la rupture conventionnelle, et ben ma foi, c'est une étape souvent pour pouvoir mieux rebondir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que bien souvent, ça fait du bien tout simplement de se sentir libéré de son employeur et de pouvoir passer à autre chose. Et c'est important aussi pour la dynamique. Donc, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée à vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou pour une prochaine formation dans ce groupe. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.